On est aujourd'hui le 10 juin et j'ai encore rien écrit et rien lu. Pour les objectifs du mois, on est un peu à la ramasse. J'ai un peu de mal à écrire en ce moment, mais il y a le Camp Nano le mois prochain, donc du coup je me dis que le mois prochain, je pourrais me concentrer principalement sur l'écriture et qu'au mois de juin, je pourrais me concentrer sur la lecture en attendant le Camp NaNoWriMo. Et ça tombe bien parce que je suis tombée sur un challenge qui me fait bien envie. Je participe jamais au challenge de lecture parce qu'il y en a plein, partout, qui fleurissent de partout sur la bookosphère, tout ce que vous voulez. Et c'est super, sauf que la plupart du temps, ils ont des règles que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a 14 000 trucs pour gagner des points là, et 15 catégories, et 30 000 bonus. Et... Je suis un peu simplette, moi. J'ai besoin que les règles soient simples. Et surtout, c'est le mois des fiertés. C'est le mois où on est censé exprimer, parler de la communauté queer, de la communauté LGBTQI+, où on est censé parler de nos combats, mais également de ce qui fait qu'on est fier d'être qui on est. Et il y a aussi également beaucoup de challenges de lecture qui pop un peu partout. Et il y en a des bons comme des moins bons. Il y en a beaucoup qui donnent surtout la parole à des personnes non concernées. Il y en a beaucoup où on parle encore et encore et encore des mêmes bouquins, et même si je peux admettre qu'il y en a des très bons dans ces listes de livres, ça donne un peu l'impression que vous en avez lu 5 et que vous estimez que vous avez fait votre bonne action de l'année, alors que, en fait, des bouquins queer, il faudrait en lire toute l'année, il y en a plein, il faudrait soutenir le On Voices, donc les personnes queer qui écrivent des bouquins queer, ce genre de choses. Voilà, il y a également, paraît-il, un challenge où le but c'est de lire des livres arc-en-ciel sans aucun personnage queer dedans. J'ai pas été chercher plus loin dans cette histoire, j'ai pas envie. Mais dans ce tumulte de challenge, il y en a un qui a un petit peu attiré mon attention, c'est celui de la voix des lectrices, c'est ça? Oui, c'est celui de la voix des lectrices qui se dit comme un média pour lectrices engagées, avec l'écriture inclusive et tout, et qui a lancé le challenge La fierté de nos voix. Non seulement le challenge est simple, il n'y a que 7 catégories, mais en plus il peut durer sur tout l'été, donc en fait je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Elle ne sortira peut-être pas en juin, elle ne sortira peut-être pas en juillet, mais de toute façon les lectures queer c'est toute l'année, c'est pas seulement pendant un mois pour vous faire bien voir. J'ai donc monté une petite palle pour participer à ce challenge auquel j'espère que vous participez aussi, et j'espère vous donner envie de lire des livres écrits par des personnes concernées ou avec des personnages queer. Si jamais vous faites partie de la communauté queer, il y a des chances pour que vous connaissiez déjà ces livres, que vous les ayez déjà lus, parce que je suis toujours en retard, j'ai toujours 3 trains de retard, mais également parce que c'est des livres dont on parle beaucoup, c'est des livres dont on fait beaucoup la promotion, mais si jamais vous n'êtes pas une personne concernée et que vous n'avez jamais entendu parler de ces bouquins, c'est peut-être le moment de s'y mettre. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais lire pendant le challenge de la voix de la fierté de nos voix? Je vais réussir à filmer un truc au bout d'un moment, vous inquiétez pas, ça va venir. 3 ans presque sur YouTube et je sais toujours pas faire une phrase basique. J'aimerais d'ailleurs remercier Amandine de Âme des livres. Si jamais je dis un truc faux là-dedans, j'écrirai en bas, mais qui m'a aidé en fait à faire ma palle. Merci beaucoup Amandine. Il y a sa chaîne en barre d'infos. Il y a toujours sa chaîne en barre d'infos. La première catégorie, c'est une lecture feel good, et j'ai décidé de lire One Last Stop de Casey McKiston, dont on va reparler parce que Red, White and Royal Blue, que j'ai juste derrière moi, dont je vous ai déjà parlé et qui est une lecture que j'ai beaucoup aimée, a fait l'affaire, le sujet d'un petit drama. J'ai pas envie de dire drama parce que dire drama, ça veut dire qu'on avait tort alors qu'en fait les gens avaient raison de s'énerver. Il y a eu toute une histoire autour dont on va reparler parce que c'est important d'en parler. Ensuite, il fallait lire une romance avec un personnage queer, et j'espère qu'il y a une romance dans ce livre, mais il me semble que oui. Il s'agit de Cemetery Boys de Eden Thomas, que j'ai envie de lire depuis sa sortie. C'est une honte qu'il soit toujours pas en ma possession. Oui, parce qu'on va en reparler de ça. Ensuite, troisième catégorie, lire un ouvrage avec un personnage aromantique et ou asexuel. Je vais lire Dread Nation de Justina Ireland, que j'espère bien prononcer aussi, qui est un livre que j'ai dans ma palle depuis début 2021, qui était dans ma grosse palle dont je vous ai parlé de 2021, dont je n'ai pas encore lu la moitié. Et je ne savais même pas qu'il y avait des personnages aromantiques ou asexuels dedans, il me semble que c'est asexuel, dans ce livre. J'ai bien hâte de lire ça. J'ai de plus en plus envie de le lire. Déjà que Nadège m'en avait parlé et m'avait donné super envie de le lire, mais alors là,
Là, ça gagne des points. La quatrième catégorie, c'est de lire un livre avec un personnage transgenre et ou non-binaire. Et du coup, je vais lire Legendborn de Tracy Deonn. Cinquième catégorie, c'est de lire un livre avec un personnage bisexuel ou pansexuel. Et j'ai décidé de lire Dark and Hollow Star de Ashley Shuttleworth. Le nom des auteuristes, on n'est jamais vraiment sûr. Et enfin, le dernier, c'est un ouvrage avec des luttes intersectionnelles. Et je vais lire Annie and Issue Guides to Fake Dating de Adiba Jaigirdar. Là aussi, j'espère bien prononcer son nom, dont j'ai déjà parlé, parce que j'ai lu The Henna Wars, qui est un de mes coups de cœur de 2020, j'ai adoré ce bouquin. Et pourquoi je vous dis qu'il y a un petit souci avec ma palle? C'est parce que là où on en est aujourd'hui, j'ai que 2 livres de cette palle. Je n'ai que donc Dread Nation que j'ai acheté fin 2020, début 2021, et Annie and Issue's Guide to Fake Dating, qui est arrivé complètement défoncé. On est content. J'ai fait j'ai envie de dire que j'ai fait une grosse commande, mais en vrai, j'ai commandé 7 livres, et j'avais l'impression que c'était la plus grosse commande de livres du monde. Genre, moi j'ai beaucoup de mal à dépenser mon argent, et encore plus sur internet, et je me sentais vraiment genre, oh, Cécile, qu'est-ce que t'as fait? C'est énorme, c'est beaucoup d'argent. Et après, j'ai une copine qui a fait un book haul, et elle avait acheté 30 livres. Et en vrai, c'est pas du tout pour juger, c'est de la grosse jalousie, mais ma petite pile à lire de 7 bouquins, elle fait un peu de la peine à côté du coup, non? Oui, donc j'ai commandé tous les livres dont je vous ai parlé, dont celui-ci qui est arrivé défoncé, et je n'avais que celui-là dans ma palle. Mais j'ose espérer, le challenge durant donc tout l'été, qu'entre-temps, les autres vont arriver. J'espère. En parlant d'arriver, il y en a 2 en fait qui viennent d'arriver. Donc du coup, je vais vous faire un petit unboxing. Ce vlog va être du grand n'importe quoi. J'espère que vous vous en rendez compte. J'espère aussi que vous réalisez que Minecraft vient de faire une grosse update et que donc il y a de fortes chances pour que je joue à Minecraft plus que je ne lise. Le carton est donc là et donc on va voir si dans ce carton il y a certains des livres dont je viens de vous parler en espérant qu'ils soient aussi en bon état. Ce serait cool. Je crois qu'il y en a 2. Dans ce paquet, je crois. Ou alors il y en a qu'un qui est vraiment très gros. Et je ne sais pas lequel pour être aussi gros. Quoi le but là? J'ai pas le droit de les lire mes livres. S'il vous plaît. Ah, quand même. C'est la musique de Zelda. Il y en a 2. Et il y en a un du challenge. Ce livre est vraiment beau. J'arrive pas à comprendre parce que je pense que c'est le genre de couverture que je trouverais super kitsch en règle générale. Et je trouve cette couverture absolument magnifique. Il s'agit donc de A Dark and Hollow Star de Ashley Shuttleworth. Je crois que je ne l'ai pas prononcé correctement. Et je crois que je ne l'ai pas non plus écrit correctement sur ma palle. Mais ce n'est pas grave, il me fait vraiment envie celui-là. J'hésitais grandement entre lequel de ces 2-là j'allais commencer. Voilà, mais je crois que je vais commencer par celui-là. Et enfin, le deuxième livre, je vais vous le montrer, mais il n'est pas du tout dans cette petite pile à lire. Il s'agit de The Sad Ghost Club de Liz Meddings. Voilà, c'est un petit roman graphique sur un petit fantôme. Et je sais plus si ça parle de dépression ou d'anxiété ou des deux, mais il paraît que c'est vachement bien. Et je trouve le dessin... vous voyez rien, vous voyez jamais rien quand je vous montre. Je suis vraiment pas douée. Je trouve le dessin vraiment bien. J'aime beaucoup les planches. Voilà. Du coup, on se retrouve quand je me serai décidée à lire un bouquin, plutôt que de jouer à Minecraft, ou quand la suite de mes livres arriveront. On est une semaine plus tard, je reviens pour un petit update lecture et parce que j'ai probablement reçu la suite de mes livres. J'ai donc commencé par lire A Dark and Hollow Star de Ashley Shuttleworth et j'ai lu 140 pages à peu près. J'en
j'en suis là. J'aime beaucoup ma lecture pour le moment. La plume est très travaillée, je trouve. C'est vraiment pas, si vous débutez en anglais par exemple, c'est vraiment pas un livre que je vais vous conseiller. C'est pas du haut niveau, au niveau des classiques par exemple, ou un texte vraiment compliqué à comprendre. Mais il est facile à comprendre si vous avez des bases en fait. En règle générale, si vous lisez pas beaucoup d'anglais, je ne vous conseille pas de commencer par de la fantasy. Je vous conseillerais plutôt de commencer par des comment on dit, des romans graphiques plutôt simples et contemporains comme Heartstopper par exemple, ou même des romans jeunesse. Il n'y a aucune honte à lire des romans jeunesse, peu importe votre âge, que ce soit parce que vous aimez ça, que ce soit parce que c'est plus facile à lire, que ce soit pour apprendre une langue. Les romans jeunesse c'est super, c'est trop bien, il faut lire des romans jeunesse. Mais voilà, au niveau de l'anglais, en fait, la plume, enfin au niveau de la langue et de l'écriture, la plume est vraiment très travaillée. On a vraiment l'impression, enfin moi j'ai l'impression que chaque phrase a été réfléchie, que chaque phrase a un rythme particulier, que chaque phrase est utile, que chaque phrase, enfin voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais en fait, on sent que ça n'a pas été écrit comme ça, et puis voilà, on sent qu'il y a eu vraiment un travail au niveau des phrases. C'est pas le cas de tous les romans, et c'est pas obligatoire dans un roman. Chacun a son petit truc qui fait qu'on préfère lire. Il y en a qui préfèrent lire l'intrigue, il y en a qui préfèrent les personnages, il y en a qui préfèrent la plume. Voilà, si jamais vous, votre truc, vous vous tournez plus vers la plume, ça peut être un livre pour vous. De quoi ça parle? Dark Hollow Star, pour le moment, parce que je ne lis jamais les résumés, pour le moment, ça parle d'un monde comme le nôtre, en fait, où les humains et les fées, fae, je sais pas comment vous prononcez, F-A-E, moi je dis fae, en fait, comme en anglais, où les humains et les fae vivent ensemble, sauf que les humains ne sont pas au courant qu'il y a des fae parmi eux, fae qui sont régis par leur propre monarchie, par leur propre gouvernement, par leurs propres lois. Ils ont les endroits où ils peuvent se rendre, tout ça, ils se reconnaissent entre eux, tout ça. On suit 4 personnages, je crois. Oui, on suit 4 personnages. Pour le moment, je m'intéresse principalement aux 2 filles qui sont Harlow et Nausicaa, parce que elles ont été beaucoup plus au centre de ces 140 premières pages que Vehan. Et je sais plus comment s'appelle l'autre. Oui, donc je disais, je suis beaucoup plus intéressée pour le moment par le parcours de Harlow et Nausicaa que de Aurelian et Vehan, mais peut-être que ça va changer. Mais en gros, la situation dans laquelle on est en ce moment, c'est que les humains commencent à se poser peut-être des petites questions, ou en tout cas on n'est pas loin du moment où les humains vont réaliser que les fae existent, et principalement parce qu'il y a des séries de meurtres qui sont en train de prospérer, je sais pas comment dire. Il y a une série de meurtres sur ce qu'on appelle les Ironborn, et les Ironborn, ce sont les créatures qui sont mi-fées, mi-humains. Ils sont pas très acceptés au sein de la communauté des Fae, en fait, parce que ça ruine le sang, parce que ça ruine la descendance, parce que tout ça. Et donc du coup, jusque-là, le fait que les Ironborn sont en train de se faire tuer, ça intéresse pas trop les Fae, ils y prêtent pas trop attention, voilà. Ils s'en foutent un peu, mais du coup, eh ben, ça commence peut-être à éveiller les soupçons des humains. Donc voilà, pour le moment, on en est là. J'aime beaucoup le personnage de Nausicaa. Je lis assez lentement parce que c'est écrit vraiment petit. Moi, les yeux, ils fatiguent vite. Et le fait que ce soit écrit si petit, ça donne l'impression que les chapitres sont à rallonge, alors qu'ils font en général entre 10 et 15 pages dans ce format-là. Hein, c'est un petit format, vous voyez, c'est de la taille de ma tête. Mais comme c'est écrit petit, ça donne l'impression que c'est un peu long. Et comme du coup la plume est vraiment travaillée, c'est pas un truc où on lit la phrase directement et où tout ça, non, c'est un truc où chaque phrase a son poids, voilà. Du coup, c'est un petit peu long à lire, mais j'apprécie beaucoup ma lecture jusque-là. Et enfin, j'ai reçu aujourd'hui ces 2 paquets, tous les deux bien enfoncés dans ma boîte aux lettres. Du coup, j'ai un peu peur de l'état des livres. Dont un qui est tout petit et un qui est très gros. Je suppose que tous mes livres sont arrivés. Il m'en restait 4 à recevoir. 4, c'est mieux si vous voyez que là. 4 à recevoir. On va voir s'il y a 4 livres dans ces paquets. Attention. Ah, il y en a un dans celui-là. C'est lequel? Ouh. Il s'agit de Legendborn de Tracy Diane. La couverture de ce bouquin est superbe. Je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, je ne lis pas les résumés. Voilà. Je suis la chaîne Booktube la plus chiante qui doit être parce que je ne peux jamais vous dire de quoi parlent les livres avant de les avoir lus. Du coup, je vous fais des pages, je vous fais des unboxings, je vous fais tout ce que vous voulez. Mais je peux pas vous parler des bouquins. Hop là. On va voir s'il y a 3 livres dans celui-là, qui est assez gros mais qui est également assez ratatiné.
Oui, il y en a 3. Et il y en a un qui est abîmé. Vraiment, vous enfoncez ça là-dedans comme si votre vie en dépendait en fait, ou comment ça se passe? Le premier, c'est One Last Stop de Casey McKinston et il est abîmé là. Voilà, super sympa. On dirait qu'il a pris la pluie, mais je suis pas sûre. Et il est abîmé là. Ça n'empêche pas que j'ai très envie de le lire. Mais c'est chiant. On reparlera, comme je vous ai dit dans le début, de ce qui s'est passé avec Casey McKinston quand j'en serai à la lecture de ce roman. En fait, je vous ai pas dit, faites pas gaffe à ça là. Je suis en train d'essayer de refaire de la place dans ma bibliothèque et de faire du tri dans les livres que je lirai jamais, même si j'essaie de me persuader que je les lirai un jour, pour faire de la place pour justement pouvoir m'offrir des nouveaux livres, pour pouvoir me faire plaisir avec de nouveaux livres, mais également pour pouvoir m'acheter mes propres livres, comme j'ai déjà fait il y a pas très longtemps, un mois ou deux je crois. Quand j'aurai fini de réécrire et de corriger certains de mes livres. Celui-là aussi est abîmé. Mais donc oui, faites pas gaffe. Désolée. Je suis en train de retravailler là-dessus. Cemetery Boy de Eden Thomas. Boys d'ailleurs. Il est un petit peu abîmé, mais celui-là ça va encore. En fait, c'est la Dusk Jacket qui a, je vous montre pas là, qui a pris un peu cher. Mais ça c'est super fragile en fait. Le hardback, qui est un petit peu, je sais pas si vous voyez, mais qui est un petit peu plat là. Un petit peu là aussi en bas. Voilà. Le hardback est très joli. Est-ce qu'il y a des illustrations? Non, il n'y a pas d'illustrations. J'ai vraiment envie de lire ce livre. Hein. Je suis juste un peu déçue qu'il soit abîmé. J'ai vraiment trop hâte de le lire. Et le dernier, alors le dernier, il ne rentre pas dans je vais réussir à faire une phrase. Dans le challenge, comme... où est-ce qu'il est? The Sad Ghost Club. C'est juste que je l'ai acheté en même temps, mais autant vous le montrer. C'est The Ones We're Meant to Find. Et là, je vais sûrement me tromper dans le nom de l'auteurice. De Joan ou Joanne Hay. Je sais pas comment ça se prononce. Je suis désolée si je dis n'importe quoi. Venez me le dire en commentaire. Franchement, c'est pas un problème. La couverture est la seule et unique raison pour laquelle j'ai acheté ce livre. Parce que cette couverture est vraiment... splendide. Et celui-là est en bon état. Il a l'air en tout cas. Et c'est un hardback aussi. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne? Oh, il est joli dedans. Il y a des petites illustrations à l'intérieur de la couverture. Et celui-là, il est tout simple. D'accord. J'adore les livres tout simples. Hein. J'adore vraiment les livres comme ça. Ça fait vieux livre, vous savez. Donc voilà, il donne ça à l'endroit, à l'envers. Voilà. The Ones We're Meant to Find. Et on m'a dit que ce livre-là n'était pas queer. Donc du coup, il ne fait pas partie de mes lectures, de mes prochaines lectures par rapport au challenge. Mais j'ai hâte de le lire. Et oui, je suis superficielle à ce point-là. J'achète des livres uniquement par rapport aux couvertures. Comme quoi, c'est important d'avoir une belle couverture en fait. Je sais pas où j'allais avec ça. Un petit update sur ce que je suis en train de lire. J'avance extrêmement lentement. On est là fin juin. Ça fait un mois, je crois, que je me suis lancée là-dedans. Je viens de terminer A Dark and Hollow Star. C'était super. L'écriture était incroyable. Mon petit cœur de geek était à fond et battait la chamade parce qu'il y a des références à Pokémon, à Zelda, à Donjons et Dragons, à Star Wars, à Star Trek. C'est vraiment genre, si vous êtes un peu geek, mais même le minimum, hein, le surface level, je sais pas si ça se dit comme ça, vraiment le minimum du geek, ça va vous parler. Et c'était vraiment bien écrit. J'en ai déjà parlé précédemment, mais la plume est incroyable, les personnages sont incroyables, c'est queer de partout, c'était trop bien. Franchement, je vous conseille vraiment de lire. Je pensais pas trouver un jour un livre sur des fées, F-A-E, qui m'intéresserait parce que, comme je l'ai dit, je sais plus où je l'ai dit, je crois que je l'ai dit sur mon post Instagram des livres queer que j'ai dans ma bibliothèque. Si vous n'avez pas vu ce post,
Suivez-moi sur Instagram, le post est nul, le post est très moche, très flou, mais j'avais envie de le faire. C'est un post où je vous présente tous les livres queer de ma bibliothèque et où ensuite je vous en fais en plus en détail des livres dont j'entends peu parler. Et donc du coup il y avait celui-là et j'ai dit que ça faisait du bien de voir des fées qui faisaient, des fées F-A-E, qui faisaient autre chose que coucher toutes les 3 pages. Parce que vous avez un petit truc étrange en ce moment avec les fées où si ça n'a pas 15 rapports sexuels par chapitre, apparemment, je sais pas, ça fait pas autre chose dans sa vie une fée. J'ai également lu un autre livre qui n'avait absolument, qui était pas prévu du tout. J'ai lu Julian est une sirène. C'est un album jeunesse que je voulais lire depuis un moment et que j'ai trouvé au travail. Et donc en 5 minutes, hein, j'ai lu l'album. C'est trop mignon. Julian est une sirène, c'est l'histoire de Julian qui croise souvent des drag queens dans les rues, dans le métro, tout ça, et il les appelle les sirènes. Et il est passionné par les sirènes, il veut devenir une sirène. Un jour, alors qu'il est tout seul à la maison, tout seul sans surveillance, parce que sa grand-mère est en train de prendre une douche, il décide de mettre des vêtements qui le fait se ressembler à une sirène, à une des sirènes, et il se sent super bien dans sa peau, il se sent comme une sirène, ça lui plaît, et quand sa grand-mère revient, on pense qu'il va se faire gronder, et en fait, quand la grand-mère revient, elle lui offre un collier de perles pour aller avec le reste de sa tenue, et elle l'emmène se promener. Et dehors, alors qu'il est habillé en sirène, eh ben, il rejoint les autres sirènes qui sont en train de marcher, de faire une sorte de festival, une sorte de marche des fiertés en fait. C'est comme s'il allait à la Pride. C'est tellement beau et les couleurs sont absolument magnifiques. C'est tout pastel, Julian est trop mignon. Et c'est un super message de tolérance, c'est un super message d'acceptation de soi. Et on trouve pas ça souvent dans les romans jeunesse. Voilà, Julian est une sirène. Dans les albums jeunesse plutôt. En plus de ça, pour rester dans les thèmes queer, j'ai reçu ce t-shirt. Si vous ne savez pas ce que c'est que je n'en fais pas assez la propagande. Voici le logo de Icon for Hire, mon groupe préféré. Et nous avons ici, dans la collection, 3 de leurs 5 albums, parce qu'il y a un album acoustique que je n'ai pas acheté parce que c'est pas mon truc, et le dernier album que je n'ai toujours pas en ma possession, et le P. Et j'ai un autre t-shirt également, mais qui ne me va plus parce que depuis, eh ben, j'ai un petit peu grandi quand même. Icon for Hire, c'est un groupe de rock, un groupe auquel je suis extrêmement attachée depuis des années, qui parle de santé mentale, qui parle de force, de féminisme, qui parle d'énormément de choses. C'est pour moi Ariel Bloomer, la chanteuse du groupe, et son mari Sean Jump, les meilleurs paroliers en fait du monde. Pour moi, s'il n'y a pas de paroles qui me parlent plus que ça. Et récemment, ils ont fait ce t-shirt avec leur logo, que vous ne voyez pas très bien, avec le drapeau des fiertés derrière pour récolter des fonds pour une association. Ils ont perdu énormément de followers. C'est pas la première fois qu'ils montrent pourtant leur soutien à la communauté LGBTQ+, et surtout que c'est un groupe sur l'acceptation de soi et sur le fait d'accepter tout le monde et sur le fait que tout le monde est parfait à sa propre manière et que tout le monde traverse des choses, la dépression, l'anxiété, tout ça horrible et que tout le monde peut s'en sortir. C'est un des groupes qui accepte le plus tout le monde. Je n'arrive pas à croire qu'il y avait encore dans le fandom des gens qui pensaient que ils étaient pas pour les droits LGBTQ+, en fait. Donc du coup, j'ai dit sur internet que j'aurais bien voulu m'acheter ce t-shirt, et avant que j'ai le temps de me l'acheter, j'ai ma copine Marie qui est venue et qui a fait « je te l'achète ». Et moi j'ai dit non. Et ma copine Marie, elle m'a dit « non mais en fait, moi je connais ton adresse, du coup je te l'achète ». En parlant de livres, j'en ai gagné un autre, parce que La Voix des lectrices qui sponsorise cette vidéo. La Voix des lectrices sponsorise rien du tout. C'est La Voix des lectrices qui a fait ce challenge dont je vous parle dans cette vidéo et dont je vous parle depuis un mois, même si vous voyez ça que d'un coup. Cette vidéo va être extrêmement longue par contre. Je pense que peut-être je la couperai en deux, on verra. J'ai participé à un concours du coup sur leur compte Instagram et j'ai gagné. Je gagne jamais rien moi. J'ai donc gagné Vous n'êtes pas binaire, personne de lait de Alex Yantafi et Meg John Barker aux éditions Améthyste dans la collection Pluriel. C'est un livre qui vise à casser ou estomper tous les codes binaires de la société. Et ça donne envie. Le livre est très beau. Vraiment, il y a des couleurs arc-en-ciel un peu partout. Le livre est vraiment joli. Il donne vraiment envie de le lire. Et je suis trop contente de l'avoir gagné. Donc du coup, il rejoint un petit peu la pile à lire de ce challenge. Pas en priorité parce que je vais d'abord lire les livres dont je vous ai parlé précédemment et qui étaient dans ma palle. Mais c'est une lecture, on voit pas avec le reflet, c'est une lecture qui va arriver.
Et enfin, donc, aujourd'hui, je vais commencer à lire One Last Stop de Casey McKinston. Pour parler de Casey McKinston, un jour j'arriverai à prononcer son nom correctement. Pour parler de Casey McKinston, je peux pas ne pas vous parler de ce qui s'est passé récemment. Que ce soit, j'ai pas envie de dire que ce soit pour vous éduquer, parce que je pense que je suis pas bien placée pour éduquer qui que ce soit, mais pour en parler, parce que même quand on aime un auteur ou une autrice ou une autorice, même quand on aime le travail de quelqu'un, il faut pointer du doigt quand ces personnes font des conneries ou des petits trucs de travers. Récemment, quelqu'un a parlé, alors attendez, je vais vous le retrouver, hop là, d'une phrase dans Red, White and Royal Blue, que si je la retrouve, je vais vous la mettre là, parce que là, de tête, je l'ai pas tout de suite sur moi. En gros, dans Red, White and Royal Blue, il est fait mention d'Israël. Et en ce moment, si vous êtes sur les réseaux sociaux, parce que j'ai l'impression qu'à la télé, on n'en parle pas beaucoup, mais si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous savez que la Palestine et tout ce qui se passe actuellement en Palestine, c'est un petit peu partout, parce que il se passe des horreurs en fait en Palestine, que c'est inhumain, que c'est horrible, que ça fait des années que tout le monde ferme les yeux, et que voilà, et que on n'est pas assez éduqué sur le sujet, et que, enfin voilà. Donc si jamais vous voulez vous intéresser à ce qui se passe en Palestine, déjà de 1, il faut vous intéresser à ce qui se passe en Palestine, et de 2, faites vos recherches. Voilà, on parle de gens qui se font tuer, on parle de gens qui, voilà, qui sont obligés de fuir leur pays, enfin c'est horrible quoi. Et donc du coup, dans ce livre, il y a une phrase qui a été repérée en parlant de Israël. Et donc du coup, des gens ont demandé des explications à l'auteurice. Est-ce que c'est flou? Est-ce que c'est pas flou? Ouais. Ont demandé des explications à l'auteurice parce que cette phrase les a beaucoup blessés, des personnes concernées. Ils ont estimé que c'était déplacé. Et donc du coup, ils ont demandé à l'auteurice 3 choses. Une explication de pourquoi, qu'est-ce que ça foutait là, des excuses, et que ce soit retiré du livre. Je vais vous mettre en barre d'infos des vidéos, des threads, tout ça qui explique, des articles qui expliquent beaucoup mieux que moi en fait tout ce qui s'est passé autour de cette histoire. Mais du coup, Casey McKinston a fini par faire un tweet au bout de quelques jours en disant que cette phrase avait pour but de parler de la politique actuelle aux États-Unis, que IL aurait dû être plus clair sur ses intentions, que ça ne voulait pas dire que IL était d'accord avec ce que faisait Israël, que IL aurait dû être plus clair dans sa manière d'aborder le sujet, et que donc la phrase était retirée des prochaines impressions. Il y a des gens qui étaient contents parce que du coup il y a eu des explications et le retrait du passage du dialogue, je vais y arriver, et il y a des gens qui étaient pas très contents parce que pour eux, ils n'avaient pas eu en fait des excuses. Ils avaient juste eu l'explication, le retrait, mais pas les excuses. Et du coup, ça a remonté un débat vieux comme le monde, qui est le débat de est-ce que les auteurs doivent écrire seulement des trucs en lesquels ils croient. Par exemple, est-ce que leurs personnages ne peuvent pas être super racistes? Est-ce que si un personnage est raciste, ça veut dire que l'auteurice est raciste? Est-ce que si un personnage est homophobe, ça veut dire... Ou si est-ce qu'il y a des trucs homophobes dans un livre, ça veut dire que l'auteurice est homophobe? Et ça a remonté du coup tout ce débat, et j'ai trouvé un thread super intéressant qui disait que non, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de raciste dans un livre que l'auteurice est raciste. Cependant, l'auteurice doit montrer que c'est un cas isolé entre guillemets du personnage, et non c'est pensé à lui ou à elle ou à elle, que que le texte doit montrer que ce qui est dit est mauvais, que le texte doit montrer et ne pas glorifier ce qui est dit, ce qui n'était pas le cas de Red, White and Royal Blue, qui était passé un petit peu comme une blague, qui était passé un peu pour faire sourire ou rire, qui n'avait pas vraiment beaucoup d'intérêt dans l'histoire vu que la phrase peut être retirée sans souci ou réécrite sans souci. Et que donc non, c'est pas parce que c'est écrit dans un livre que l'auteur ou l'autrice est d'accord avec ce qui est dit, mais on a quand même une responsabilité en tant qu'auteur et autrice de ce qu'on veut faire passer, des messages qu'on veut faire passer, de ce qu'on écrit tout simplement, et que donc voilà, il faut prendre cette responsabilité et faire en sorte que nos écrits, même s'il y a des choses écrites dedans qui sont j'ai le mot méchant en tête, mais enfin, qui sont racistes, homophobes, tout ce qu'on veut, il faut que notre écrit montre aussi qu'il y a, que c'est condamné par l'auteur ou l'autrice. Et il y a un thread super intéressant qui a été posté sur internet, que je vais vous mettre dans la barre d'infos. Est-ce que c'est pour ça que les gens boycottent Casey McKinston? Non, j'ai pas vu d'appel au boycott en fait sur les réseaux sociaux, j'ai surtout vu un appel à des explications et à ce que ce soit retiré du livre et à des excuses, ce qu'il n'y a pas eu.
Sinon, les gens parlent toujours du livre, et ça ne veut pas dire que vous êtes un monstre si vous avez aimé Red, White and Royal Blue, ou si vous voulez lire One Last Stop. Ça veut juste dire qu'il faut se mettre au courant de ce qui se passe, et c'est pas parce qu'on aime une auteurice, un auteur ou une autrice, que on peut pas pointer du doigt les erreurs qu'elles font, en fait. Il se trouve que Casey McKiston, dans Red, White and Royal Blue, a fait une erreur qui a été remarquée par des lecteurs et des lectrices, et qui n'a pas été remarquée par d'autres, moi y compris à l'époque, ce qui montre qu'il y a un problème en fait, ce qui montre qu'on n'est pas assez éduqué sur le sujet, ce qui montre que si ça nous passe au-dessus pendant la lecture, c'est qu'on ne se rend pas compte de la gravité de certains propos, et donc c'est important de mettre en avant quand un auteur, une autrice, une auteurice fait une erreur, et c'est également important qu'elles prennent leurs responsabilités. Donc voilà, après tout ça, toujours dans la barre d'infos, je vais essayer de mettre un maximum d'informations sur tout ça, sur le sujet si ça vous intéresse, et si jamais vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, ou si jamais vous en avez d'autres que vous trouvez important d'ajouter, faites-moi signe et je le rajouterai. Mais donc du coup ma prochaine lecture est One Last Stop de Casey McKiston. J'ai hâte de le lire. Avant de vous parler de One Last Stop de Casey McKiston, j'arrive à le prononcer, j'ai acheté La Fleur Bleue de Laetitia Claver. Alors ça ne compte pas dans ce challenge de lecture, mais Laetitia est une amie, elle écrit très bien, je vous conseille vraiment sa plume, et c'est également queer parce que nous avons une romance MM dans cette histoire. C'est un roman fantastique avec un petit peu de romance MM, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne lis pas les résumés. Voilà, achetez La Fleur Bleue de Laetitia Claver aux éditions Livresque. J'ai terminé One Last Stop de Casey McKiston. C'était trop bien, c'était trop mignon, un petit peu lent par endroits, un petit peu répétitif, mais en dehors de ça, c'était incroyable. La plume de Casey McKiston est super, les personnages sont super attachants. C'est queer de partout. Vous avez un personnage principal bisexuel, ça fait le focus, un personnage principal bisexuel, un love interest, et pour moi aussi personnage principal lesbien. Vous avez des personnages qui font du drag, vous avez, enfin voilà, c'est queer de partout, et c'est incroyablement bien écrit. De quoi parle One Last Stop de Casey McKiston? One Last Stop, c'est l'histoire de Auguste qui emménage à New York, voilà, et qui décide de recommencer sa vie, de refaire sa vie, de repartir à zéro. Et à New York, elle prend le métro pour aller au travail, et elle retrouve souvent, même pratiquement à chaque fois, une jeune femme qui s'appelle Jane, une jeune femme habillée un peu punk et tout, qui a l'air très mystérieuse et avec qui elle lie des liens forts très rapidement, mais elle est justement un peu mystérieuse, un peu étrange, elle sait pas trop pourquoi, Auguste, et un jour, je ne sais plus trop dans quelles circonstances, elle trouve une photo qui date de 1970, et il se trouve que Jane apparaît sur cette photo et n'a pas changé d'un poil, elle a la même tenue, le même âge, tout est exactement pareil. Peut-être une connerie, je suis même pas sûre qu'elle ait la même tenue sur la photo. Mais en gros, Auguste découvre que Jane est coincée dans ce métro depuis les années 70, que Jane n'a absolument aucun souvenir de qui elle est, qu'elle ne s'était même pas forcément rendue compte qu'elle était bloquée dans le métro, et elle décide, tout en tombant amoureuse de Jane, de découvrir ce qui s'est passé et comment libérer Jane du métro. La force de Casey McKiston, elle est vraiment dans la création des personnages, dans les dialogues, mais également dans la plume de la narration. Franchement, il n'y a pas un passage du livre qui est ennuyant. C'est vrai que c'est un petit peu répétitif parce que c'est souvent Auguste va dans le métro, elle retrouve Jane, elle fait quelque chose pour essayer de l'aider à retrouver la mémoire, Jane est un peu confuse et se souvient pas de tout, et Auguste rentre à la maison retrouver ses colocataires et débriefer de tout ça. Et c'est un petit peu redondant. C'est du new adult, donc c'est pas forcément
toujours le cas dans le New Adult, mais souvent il y a des scènes de sexe. Je ne lis pas les scènes de sexe, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Le problème des scènes de sexe avec Casey McKiston, c'est qu'en général il y a des passages importants dans les scènes de sexe, et que si on les saute, il y a des petits passages qu'on comprend plus trop ce qui se passe. C'est la faute de Casey McKiston. Qui met des informations importantes à l'intrigue dans une scène de sexe? Qui fait ça? J'avais commencé à prendre des petites notes parce que j'étais au travail et que donc j'avais pas mon carnet de lecture sous la main. Mais du coup, au bout d'un moment, je ne prenais même plus de notes parce que j'étais tellement dans ma lecture que je ne réfléchissais même plus, je lisais et c'était tout. Et c'était super sympa d'être emportée par mon histoire. Je vous ai ensuite fait voter sur mon compte Twitter pour savoir quelle était ma prochaine lecture entre Cemetery Boy, Legendborn, Dread Nation et Annie and Issues Guide to Fake Dating. Et vous avez voté en très grande majorité pour Cemetery Boys. Donc, ma prochaine lecture sera Cemetery Boys. Je comprends pourquoi vous me parliez de Cemetery Boys. C'était trop bien. Avant de parler des livres que j'ai lus, je vais vous parler des livres que j'ai achetés. Donc le tome 2 de Sortiarius, ça je pense que ce n'est pas une surprise. Le tome 2 de Sortiarius de Birdie Lee, vous devriez acheter le tome 1 et les 2 duologies qu'elle a écrits avant. Au bout d'un moment, je peux pas faire plus de propagande que ça. Je pense que je vous parle de Birdie Lee dans à peu près toutes mes vidéos. Si vous ne l'avez toujours pas compris, c'est que vous n'avez pas de goût. Au bout d'un moment, il faut dire la vérité. Et ensuite, j'ai acheté Lament Lake de Jo Riley Black. Jo Riley Black aussi, je vous en parle très souvent. Elle a une saga chez Farallon Édition. Le tome 1, Les Mémoires de Tyrgoth, est incroyable et j'attends le tome 2 à la fin de l'année. Et elle va également être publiée chez Nisha, etc. Pour son roman Nos larmes sous la mer, également en septembre, je crois. Et elle avait fait autopublier Lament Lake. Alors je crois que vous ne pouvez plus vous le procurer maintenant parce que j'ai dû acheter un des tout derniers exemplaires qui existaient et elle va les retirer de la vente pour pouvoir le proposer à des maisons d'édition. Je suis très contente de l'avoir. J'ai lu 2 livres qui sont hors compétition, je ne saurais pas comment dire, enfin 2 livres qui ont rien à voir avec le challenge et un autre qui a rien à voir également que je suis en train de lire parce que j'avais envie de changer un peu et puis des fois je vois un bouquin et j'ai envie de le lire. Mais je vais vous en parler très rapidement. J'ai d'abord lu Renversante, qui est un roman jeunesse. Alors j'ai lu Renversante en pensant que c'était un livre queer, parce qu'il se trouve que nous au travail, pour le mois des fiertés, on a fait une table thématique avec des livres queer, et ce livre était sur la table, donc une ou un de mes collègues a pensé que le livre parlait de thématique queer, alors que pas du tout. Renversante, c'est une histoire sur le féminisme. Renversante, ça raconte l'histoire de Léa qui nous présente un petit peu le monde dans lequel elle vit. Et le monde dans lequel elle vit, c'est le même que le nôtre, sauf que la place des femmes et des hommes ont été interchangées. C'est une société matriarcale et toutes les injustices que nous faisons face en tant que femmes, ce sont les hommes qui y font face dans le monde de Léa. Et le père de Léa essaie de lui expliquer que ce qui se passe, c'est pas juste. Ça parle d'écriture inclusive, ça parle de sexualisation, ça parle de sexualité, ça parle de toutes les injustices en fait faites aux femmes. Sauf que l'histoire est donc racontée du point de vue de Léa, une petite fille qui est donc qui est privilégiée dans cette société matriarcale. Le problème, moi, c'est que j'ai un peu de mal avec le fait d'inverser les rôles dans les romans, dans les livres, dans les films, dans tout ce que vous voulez. J'ai du mal avec le fait d'inverser les rôles parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est pour nous faire dire regardez ce que ça fait d'être dans les chaussures des autres, regardez ce que ça fait d'être de souffrir comme les autres, comme si on ne pouvait pas aider une cause, comme si on ne pouvait pas avoir de l'empathie pour des gens si on ne savait pas exactement ce qu'ils traversent. En gros, enfin je sais pas, ça me donne l'impression qu'en fait en inversant les rôles, on commence à avoir peur que ça nous arrive, et du coup là, on se réveille, on se dit non, 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 il faudrait pas que ça nous arrive, il faudrait pas que ça se passe comme ça, du coup oui, je vais m'y intéresser, alors qu'en fait il suffirait juste d'écouter les concernés et de s'éduquer un petit peu beaucoup, mais qu'il suffirait voilà, d'écouter les autres, et de pas forcément essayer de se mettre à la place des autres.
On n'a pas besoin d'être à la place des autres pour comprendre qu'il y a un problème. Je trouve que du coup, en général, c'est pas forcément très bien fait et que en général, du coup, bah... Ouais, du coup, là, dans ce livre-là, bah, ce sont des hommes qui prennent la parole, donc... Alors que le problème principal qu'on a avec le féminisme, c'est que les femmes ne sont pas assez écoutées. J'ai un petit peu de mal avec le concept, mais sinon, voilà, c'était pas désagréable à lire, c'était intéressant et... Je le retirerai pas de mon rayon, enfin voilà, mais j'ai juste du mal avec le concept. Un autre livre, du coup, qui a un concept un tout petit peu similaire, j'ai enfin lu Podum, dont tout le monde parle. Podum, c'est l'histoire de Bianca qui va se retrouver à être mariée à Giovanni, c'est un mariage arrangé. Et avant le mariage, elle exprime le souhait de vouloir en savoir plus sur le monde en fait, parce qu'elle est surtout enfermée chez elle, elle sort pas beaucoup, les femmes n'ont pas beaucoup de droits. Et également, elle aimerait se marier par amour et elle aimerait connaître son mari, apprendre son mari avant de l'épouser. Et elle décide d'aller donc chez sa marraine avant le mariage pour voilà, passer du temps chez sa marraine. Et sa marraine lui prête un secret de famille qui est une peau d'homme. C'est une tenue, quand elle l'enfile, elle devient Lorenzo, un homme, et elle peut donc sortir comme elle le souhaite, parler aux autres comme elle le souhaite, découvrir le monde et découvrir la ville sans craindre quoi que ce soit et sans, parce que les femmes voilà, ne sortent pas. Et elle peut du coup devenir amie et discuter avec Giovanni pour apprendre à le connaître. Sous la peau d'un homme. C'est un livre donc qui parle de féminisme, mais qui parle aussi d'homosexualité et surtout d'homosexualité masculine. Et pour moi, c'est un livre qui avait beaucoup d'idées, beaucoup d'ambition, et c'est tombé comme un soufflet. Soufflé, plutôt, je sais pas. Il y a plein de choses qui m'ont dérangée dans ce livre. En fait, quand j'ai lu, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. J'ai commencé à écrire ma review sur Goodreads, j'avais mis 3 étoiles, et petit à petit je listais les choses qui m'avaient pas trop plu, et je me suis rendu compte que ça pouvait pas être un 3 étoiles, il y avait trop de choses qui fonctionnaient pas, voilà. Du coup je vais spoiler un petit peu les trucs qui m'ont dérangé dans cette histoire. Je vais mettre un timecode, si jamais vous voulez pas vous faire spoiler les Podum, passez à ce timecode pour passer à la lecture suivante. Ce qu'il faut savoir qui est assez important, c'est que la relation qu'elle va nouer avec Giovanni sous la peau de Lorenzo, c'est pas une relation amicale. Les deux hommes tombent amoureux, enfin Giovanni tombe amoureux de Lorenzo, et Bianca, dans la peau de Lorenzo, tombe amoureuse de Giovanni. Sauf que Giovanni, il est homosexuel du coup, enfin voilà, il aime les hommes, et donc il est amoureux de Lorenzo et non de Bianca. Et le problème c'est que même si à la fin leur histoire s'arrange, leur couple s'arrange, ils trouvent un compromis pour vivre ensemble sans problème, Giovanni ne saura jamais que Bianca était Lorenzo. Il ne saura jamais qu'il a donc eu des relations sexuelles avec sa femme sous la peau de Lorenzo. Il ne saura jamais ce qu'il est advenu de Lorenzo. Il ne saura jamais tout ça. Et c'est quelque chose qui me met assez mal à l'aise et qui m'a dérangée dans le fait que Lorenzo du coup et Giovanni aient couché ensemble sans que Giovanni sache qui était vraiment Lorenzo. Pour moi, il y a un flou sur le consentement que j'ai beaucoup de mal à à expliquer. La manière dont l'homosexualité est décrite dans ce livre, alors oui, c'est uniquement du point de vue de Giovanni, mais j'ai pas apprécié. Giovanni explique l'homosexualité comme le fait que les femmes sont toujours enfermées à la maison, et que donc, en grandissant, il a pas vu beaucoup de femmes, il a pas touché beaucoup de femmes, et donc, il a commencé à coucher avec ses copains, à se toucher, à découvrir leur sexualité au travers de ses amis et de ses copains, et que c'est comme ça qu'il a découvert qu'il était homosexuel. Et la question est tout autour du fait que c'est parce qu'il a jamais pu toucher une femme, en fait. Et j'avoue que c'est quelque chose qui a un petit peu résonné étrangement avec moi. Je pas trop apprécié. À la fin, on veut nous faire croire que Bianca s'émancipe, que Bianca a découvert sa sexualité, a découvert qui elle était vraiment, mais je ne trouve pas que Bianca est émancipée à la fin. Parce que à la fin, même si certaines choses ont changé, la place des femmes est toujours la même. Du début à la fin, elle n'a pas changé. C'est toujours la femme inférieure aux hommes, c'est toujours la femme à la maison, c'est toujours comme ça. Même si elle ne met plus la peau de Lorenzo, elle s'habille toujours en homme pour sortir et pour aller faire la fête sans qu'on l'embête trop. Il est jamais vraiment question de questionnement sur son identité de genre, parce que je pensais que c'était une question qui allait être soulevée, ou en tout cas j'ai pas vu le message passer, mais Bianca s'identifie comme étant une femme, et donc du coup, quelle est l'émancipation si pour avoir la belle vie, il faut quand même s'habiller en homme et être un homme pour être respecté?
D'ailleurs, Bianca a principalement eu des relations sexuelles avec des hommes en étant un homme, en étant habillée en tant que Lorenzo, puisqu'elle n'a couché qu'une seule fois avec Giovanni, il me semble. 2 fois. Mais la deuxième fois, elle était habillée en homme. Giovanni savait que c'était elle, mais elle était habillée en homme. Et du coup, en fait, il est dit que c'est comme ça qu'elle a découvert sa sexualité, et que donc, si elle est douée au lit avec son amant à la fin, c'est parce qu'elle sait ce que c'est que de coucher avec un homme comme un homme, enfin, qu'elle sait comment faire plaisir à un homme, parce qu'elle l'a appris en étant un homme. Et à aucun moment on parle du fait que l'homme doit également faire plaisir à la femme, que le plaisir de la femme n'est jamais vraiment discuté. Ça m'a un petit peu, voilà. Il y a également un moment où Bianca, sous la peau de Lorenzo, fait tout un discours féministe en disant que les femmes ne sont pas plus sales que les hommes, les femmes ne sont pas des tentatrices, les femmes ne sont pas, je sais pas, le démon de la luxure, tout ça, il y a tout un discours là-dessus. Qui est super, et elle se fait applaudir, mais elle se fait applaudir sous la peau de Lorenzo. C'est-à-dire que ce n'est pas une femme qu'on applaudit, c'est un homme. Et c'est un peu justement la question qui se posait également avec Renversante, c'est que oui, quand un homme parle, on écoute l'homme, mais quand la femme parle de féminisme, d'un seul coup c'est une hystérique, d'un seul coup elle en fait trop, d'un seul coup elle exagère, nanana, et puis les choses ont évolué. Voilà, donc au final, ce discours, il n'a pas été délivré par Bianca, mais il a été délivré, oui, par Lorenzo. Et ça m'a un petit peu, voilà, même si vers un moment, Bianca, elle parle un peu plus, elle libère sa parole un petit peu plus, il n'empêche que le discours qui est applaudi, c'est le discours de Lorenzo et non le discours de Bianca. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que comme le dessin est très simple, très, voilà, on sent qu'il faut surtout se concentrer sur le fond, sur le message plutôt que sur la forme, mais la forme, le fond, le message est superficiel et maladroit et voilà, j'ai vraiment pas accroché. Mais, revenons dans La fierté de nos voix, revenons dans ce challenge de lecture. Je suis actuellement en train de lire Annie et Issue's Guide to Fake Dating, c'est trop mignon. Je pense qu'à partir de maintenant, tous les livres de Adibai Jaigirdar, j'espère toujours bien prononcer son nom, sont des livres qu'il me faudra dans ma bibliothèque parce que j'aime énormément sa plume, que c'est très doux. Et il y a un moment où le personnage d'Annie, sans voilà, trop spoiler de quoi ça parle, où le personnage d'Annie fait son coming out bisexuel auprès de ses amis, et ses amis ont un discours biphobe que j'ai entendu mot pour mot plusieurs fois dans ma vie. Oh, et donc ouais, ça m'a frappé en plein cœur et c'était très véridique et c'était pas agréable à lire, mais ça fait partie de la réalité. C'est l'histoire de Annie, une jeune fille bisexuelle assez populaire à l'école, même si elle a jamais fait son coming out, tout ça, elle est populaire à l'école, elle a des amis, tout ça. Et Issue, une autre jeune fille qui elle n'est pas très populaire, qui est surtout très dans les études et qui n'a encore jamais fait son coming out, qui se retrouve à être obligée, entre guillemets, de faire semblant d'être en couple parce que Annie, en faisant son coming out à ses copines, a menti en disant qu'elle avait déjà embrassé une fille parce que ses copines lui disaient « Mais comment tu peux savoir si t'es bi parce que t'as jamais embrassé une meuf, donc en fait t'es juste perdue, t'es pas vraiment bisexuelle. » Donc elle a parlé trop vite et elle a dit qu'elle avait embrassé une fille et elle a dit qu'elle était en couple avec Issue. Et au début, Issue lui l'a un peu envoyé balader en lui disant bah c'est ton problème, pas le mien. Mais il se trouve que Issue, pour faire plaisir à ses parents, elle aimerait devenir head girl. Donc apparemment c'est un peu un concours de popularité à l'école. C'est un concours pour devenir la meilleure fille de l'école en fait. La fille, voilà. Je sais pas trop en quoi ça consiste, on n'a pas vraiment ça nous en France, en tout cas moi pas dans le lycée où je suis allée. Et elle a promis à ses parents d'être head girl, sauf que être head girl c'est un peu un concours de popularité et il se trouve que Issue n'est pas populaire, mais si elle se met en couple avec Annie, il y a des chances qu'elle gagne en popularité et que donc elle puisse devenir head girl, et du coup elle décide de faire semblant d'être en couple parce que ça bénéficie aux deux parties et on se doute qu'elles vont tomber amoureuses l'une de l'autre. C'est un enemies to lover et c'est tout doux, tout mignon, j'adore. J'ai lu la moitié du bouquin au travail hier parce qu'on n'avait pas un chat dans notre rayon. Et enfin je vais vous parler de Cemetery Boys que je viens de terminer. Cemetery Boys, c'est l'histoire de Yadriel qui fait partie d'une famille de, alors j'espère prononcer ça correctement, de Brurex. Je suppose que ça se prononce Brurex, parce que c'est des Brujos et des Brujas, donc
ça, je crois que ça veut dire sorcier ou sorcière, si jamais je me trompe là-dessus, corrigez-moi. Donc homme et femme, et donc du coup, dans le livre, on dit Brewhex pour être plus inclusif, pour parler de tout le monde. Donc Yadriel vient d'une famille de Brewhex. Les Brewhex, ce sont donc comme des sorciers, ce sont des personnes qui voient les morts, qui voient les esprits, et les hommes et les femmes ont des pouvoirs différents, donc tout le monde peut voir les esprits, et en plus de ça, les femmes peuvent soigner n'importe quelle blessure, et les hommes peuvent aider les esprits à traverser pour aller dans la vie d'après, pour aller dans le monde des morts, et également les invoquer et tout ça. Donc les hommes et les femmes ont des pouvoirs très différents. Le principal souci de Yadriel au début de ce livre, c'est que Yadriel est un jeune homme transgenre, et que depuis qu'il a fait son coming out, sa famille le prend un petit peu mal. Sa mère l'avait bien pris, mais sa mère est morte au début du livre, et donc il se retrouve un peu tout seul contre tout le monde. Et comme il ne veut pas être une brou-race, parce qu'il n'est pas une brou-race, il est un brou-ro, comme il ne veut pas être une brou-race, il n'a pas fait le rituel pour devenir une brou-race, mais sa famille ne veut pas qu'il fasse le rituel pour devenir un brou-ro non plus. Et du coup, Yadriel décide avec sa meilleure amie de faire le rituel tout seul pour prouver à tout le monde qu'il est un vrai brou-ro et qu'il peut le faire. Pendant à la fin du rituel, il ne sait pas trop si cela a fonctionné, mais lui et Maritza ressentent une énorme douleur dans leur poitrine, ce qui veut dire que l'un des leurs vient de mourir. Et en cherchant ce qui est arrivé, en cherchant ce qu'il s'est passé, Yadriel décide d'invoquer l'esprit du membre de sa famille qui vient de mourir, pour montrer qu'il sait le faire et pour voir si le rituel a fonctionné, et il se trouve qu'il invoque bel et bien un esprit, mais c'est pas l'esprit de son oncle Miguel qui vient de mourir, c'est l'esprit de Julian, ou Julian, du coup je sais pas comment on dit, c'est l'esprit de Julian, un camarade de classe qu'il connaissait vite fait de loin, mais avec qui il avait jamais parlé, et qui ne semble pas savoir qu'il est mort. C'était un livre excellent, c'était vraiment bien écrit, j'ai beaucoup aimé l'amitié entre Yadriel et Maritza, j'ai beaucoup aimé Maritza, qui étant végétarienne et refusant de faire du mal au moindre animal, ne pratique pas la magie, parce que la magie c'est une magie de sang, et du coup il faut utiliser du sang de poulet, et refusant de tuer le moindre animal, Maritza refuse d'utiliser sa magie, mais elle reste une brou-ra vraiment puissante et super badass, surtout à la fin du livre, sans trop vous en dire. Yadriel est un personnage très attachant, on parle beaucoup de sa transidentité dans ce livre au travers justement de l'aventure qu'il est en train de traverser avec Julian. Non seulement il doit cacher l'existence de Julian à sa famille alors que toute sa famille peut voir les esprits, mais en plus il veut absolument retrouver comprendre ce qui est arrivé à son oncle Miguel et également à Julian. Tout ça avant la fête des morts. On retrouve au fil du livre plusieurs personnages queer. C'était vraiment très agréable à lire. Le personnage de Julian est très drôle. Un petit peu au début il timpe un peu sur le système, mais en fait il devient très vite très attachant. La relation qui se noue entre lui et Yadriel est tout aussi attachante. Si je devais faire juste un petit défaut, trouver un petit défaut, c'est que sans spoiler, parce que voilà, on a une fin heureuse. Ce n'est pas que je n'aime pas les fins heureuses, et je suis d'accord pour dire que les livres queer méritent des fins heureuses, parce que c'est chiant de lire des histoires où ça se finit toujours mal pour les personnages queer. Mais j'aurais aimé un truc un peu plus doux amer, je sais pas trop comment dire. Pour moi c'était c'est pas que la fin était facile, mais c'était trop... Je saurais pas comment dire. Pour moi ça aurait pas dû être une fin aussi heureuse. Ça aurait dû être peut-être un peu plus piquant, peut-être un petit peu plus doux amer, je saurais pas comment dire. Là c'était vraiment genre que doux. Et même si c'était très mignon, c'était pas trop ce à quoi je m'attendais. Mais en dehors de ça, je vous le conseille, mais à 10 000%, il faut absolument le lire, c'est incroyable. Et du coup, je vais m'intéresser beaucoup plus à ce que fait Hayden Thomas, parce que je veux d'autres de ses livres dans ma bibliothèque.
m'asseoir devant cette caméra. 3 ans et je sais toujours pas. Parce que là, je me trouve loin. Mais le problème, si je me rapproche, c'est que vous voyez pas à quel point mon t-shirt est cool. Je crois que ça fait 1 mois que j'ai pas filmé pour ce vlog. Je ne me souviens plus quand était la dernière fois que j'ai filmé. On est presque le 1er septembre. Je vais pas vous mentir, j'avais complètement perdu la motivation de bosser sur ce vlog. J'étais trop contente au début. Et petit à petit, en fait, lire est devenu une espèce de corvée. J'aime beaucoup ce challenge et j'aime beaucoup les lectures que j'ai faites et j'aime beaucoup les lectures dont je vais vous parler maintenant qui sont mes lectures du mois d'août. Mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'au mois d'août, j'ai lu énormément de bouquins. J'ai lu 7 livres pour le travail, dont 2 gros pavés. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la passe-miroir, mais ce sont de sacrés dictionnaires. Donc j'ai lu pour le travail, même en vacances. Et à côté, j'avais mes lectures qui étaient censées être des lectures plaisir pour ce challenge de la voix des fiertés. C'est pas ça, la fierté de nos voix. Pour ce challenge, la fierté de nos voix. Mais petit à petit, c'est devenu une sorte de travail aussi, en fait. C'était plus des lectures plaisir parce que c'était des lectures dont je devais parler en vlog. C'était des lectures dont je devais parler pour vous intéresser et parce que j'ai dit à la voix des lectrices que j'allais faire un vlog et tout, et même si bon, c'est rien n'est scellé dans le marbre, j'ai pas signé de contrat ou quoi que ce soit, je me suis dit, bah t'as dit quelque chose, t'as dit que t'allais parler de leur travail, t'as dit que t'allais parler de leur challenge, et donc maintenant t'es obligé de le faire. Et honnêtement, là où j'en suis maintenant, j'ai même pas envie de poster ce vlog. Plus les jours passent, et plus je le trouve nul, et je le trouve pas intéressant, et je le trouve trop long, et je trouve que je sais pas parler de mes lectures. Enfin bref, c'est vraiment... voilà, c'était un peu une corvée. Et je vous cache pas que là, en fait, je suis un peu en train de me débarrasser du projet. Mais j'ai quand même envie de le poster parce que bah, ça fait plusieurs mois que je suis dessus. Je ne sais pas du tout... Ah oui, complètement changement de sujet, j'ai changé de téléphone. Donc du coup, je ne sais pas du tout comment est la qualité de la caméra. Ça a l'air mieux. Je sais pas du tout comment est le son. C'est vraiment un truc qui... Ça me fait peur, que le son soit vraiment pourri. Mais là, sur mon écran, je vois des changements de lumière. Donc je sais pas si c'est dû à la caméra ou si c'est parce qu'il fait vraiment moche dehors. Mais il va peut-être falloir un temps pour s'adapter à ce nouveau truc. Fin de la parenthèse. Donc c'est pas que je n'ai pas apprécié mes lectures, au contraire. Je suis vraiment contente de la sélection de livres que j'ai faite. Et je suis très contente de mes lectures parce qu'elles ont pratiquement toutes été des bonnes lectures pour ce qui est de ce challenge. Mais je pense que j'ai vite perdu en fait cet aspect que cette pile à lire était une pile à lire plaisir où je n'avais pas d'obligation et c'est devenu très vite hein, il faut finir le vlog, il faut finir le vlog, il faut finir le vlog. Donc on va finir le vlog et je vais quand même vous parler de ces lectures et j'espère quand même vous donner envie de les lire et j'espère qu'il y a toujours du monde devant cette vidéo parce que je la trouve déjà trop longue. Et voilà. Et après on espère que les prochaines lectures... J'ai un peu peur d'être dans une panne de lecture juste après. Je ne sais pas trop ce que je vais lire maintenant parce que j'ai fini le premier livre, le dernier livre ce matin. Enfin presque fini le dernier livre, on va en reparler. Mais voilà. J'espère ne pas être en panne de lecture parce que j'ai plein de livres super sympas qui m'attendent. J'en ai encore acheté un là hier ou avant-hier, je sais plus. Donc voilà. Je pense en fait qu'il faut aussi qu'on arrête de se mettre la pression avec les challenges. Qu'on arrête de se mettre la pression avec la lecture en général. Là actuellement, je vois toutes les vidéos sur le Pumpkin Challenge ou quelque chose comme ça. Et je vois plein de gens dire qu'ils vont le faire et puis qui ensuite se sentent mal de ne pas le faire ou d'abandonner ou de ne pas faire de vidéos ou de ne pas en parler sur Bookstagram parce que ça leur demande trop d'énergie, trop de temps ou que tout simplement les lectures ne les intéressent pas. On n'est pas obligé de faire ce genre de choses et ça devrait rester fun en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas filmé pendant un mois. C'est que bah, lire ça allait encore, même si je me forçais un peu, lire ça allait encore, mais filmer ça me semblait pas fun du tout. Vous avez eu des vidéos pendant les 2 dernières semaines, si cette vidéo sort quand je prévois de la sortir, qui sont la lecture de ma fanfiction et le quiz est-ce que je suis une frère de bibliothèque. Et je n'aime pas du tout ces vidéos, je me suis forcée à les filmer parce que sinon eh ben, vous auriez eu 2 semaines sans vidéo. Et dans ma tête, ça fonctionnait pas. 2 semaines sans vidéo, ça voulait dire que tout le monde allait se désabonner, que tout le monde allait s'en aller, que tout le monde allait me détester et que voilà. On a encore beaucoup de travail à faire, hein, sur le regard des autres et sur tout ça. Et sur le travail de cette chaîne. On va arrêter de digresser et on va arrêter de parler et on va parler bouquin. C'est bien. Du coup, la dernière fois que je vous ai lâché, je vous parlais de Annie and Issues Guide to Fake Dating. Je n'ai rien d'autre à rajouter, je crois que ce qui était déjà dit dans le rush, c'était trop mignon, c'était une lecture adorable.
toujours en parlant quand même de sujets importants. Voilà, et c'était mon livre est vraiment, je sais plus si je vous l'ai dit, hein, mais mon livre est arrivé dans un état pitoyable, et comme je l'ai amené au travail, celui-là, il me semble que je l'ai lu un petit peu au travail, il est dans un état pitoyable. Franchement, il me fait de la peine. Il est tout abîmé, je lui ai fait du mal. Le facteur lui a fait du mal et je lui ai fait du mal. Il faut lire Annie and Issues Guide to Fake Dating. J'ai l'impression de pas assez bien en parler. C'était vraiment, c'était super. Franchement, Adiba Jaigirdar, pour moi, ça commence à devenir une référence. J'en ai lu que 2. Je sais pas si elle en avait écrit d'autres avant, mais il me semble que The Henna Wars était son premier livre. Si j'ai une bêtise, bon, j'en dis souvent, donc on a l'habitude. Mais pour moi, ça devient une référence et je pense, acheter tous ces livres. Parce que tous ces livres mettent en avant des personnages qui m'intéressent, et des personnages touchants, et des personnages pour lesquels des fois je me retrouve en eux, et pour d'autres dans lesquels je ne me retrouve pas du tout, mais qui parlent de sujets importants, de sujets de société, de maintenant. Et c'est extrêmement bien écrit, la plume est super, et je ne peux que conseiller. Que conseiller. Ensuite, on va passer très vite sur une autre lecture. Je ne sais plus si je vous ai dit que j'allais en parler dans ce vlog, mais moi je l'avais mis dans ma pile à lire à partir du moment où je l'ai reçu. C'est Vous n'êtes pas binaire, personne ne l'est. En fait, c'est tout simplement pour vous dire que je ne vais pas vous parler de ce livre. Je ne l'ai pas fini, j'en suis encore au début. J'ai lu, voilà, tout ça là. Je voulais l'ajouter dans ma pile à lire parce que c'est La Voix des lectrices qui me l'a envoyé, parce que je l'ai gagné à un concours que le média avait mis en place. Et je voulais l'ajouter à ma pile à lire parce que ça rentrait parfaitement dans le thème et tout ça. Mais en fait, je trouve que cette lecture devient un peu trop personnelle pour moi, et qu'il faut vraiment que, non seulement que je prenne le temps de la lire et que je ne me presse pas histoire de terminer le challenge, et que je me force à le lire, parce que c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas me forcer à lire, mais aussi je pense que c'est quelque chose dont je ne pourrais pas parler parce que ça reste très proche de mon cœur sur certains sujets, sur d'autres non, mais sur certains sujets ça reste très proche de moi. J'apprends des choses sur moi et je me pose des questions sur moi que je ne m'étais pas posées jusque là, sans rentrer un peu trop dans les détails. Le fait que je suis queer, c'est quelque chose dont je parle vraiment depuis pas très longtemps, et c'est quelque chose que je cherche encore et que je découvre encore, et j'ai un énorme syndrome de l'imposteur là-dessus, et voilà. Et donc ce que je lis dans ce livre des fois me fait du bien, des fois me fait réfléchir, des fois je ne suis pas d'accord. Et je veux garder ça pour moi, et ne pas l'étaler comme ça en vidéo. Pour les personnes qui se demandent de quoi ça parle, ce que c'est, vous n'êtes pas binaire, personne ne l'est, c'est tout simplement pour déconstruire tout ce qui est autour de la binarité. Et pas seulement dans ce qui est l'identité de genre, mais également dans l'orientation romantique, l'orientation sexuelle, dans nos relations amoureuses, dans le fait de coucher, donc dans l'acte sexuel. En gros, ce bouquin nous dit, et c'est vrai, que nous sommes programmés, entre guillemets, à voir le monde au travers de la binarité, du bien, du mal, de l'homme, la femme, de l'hétéro, le gay, voilà. Et que dès que quelque chose sort de ce schéma, ça fout en l'air un petit peu tout ce qu'on connaît, ça fout en l'air notre éducation, ça fout en l'air ce qu'on pense savoir de nous-mêmes, des autres et de notre société. Et en général, quand les choses sont foutues en l'air, on n'aime pas trop ça, et ça devient compliqué de comprendre ce qui se passe, de mettre des mots dessus, et tout ça. Et en fait, ça parle de déconstruire tout ça, ça parle du fait que rien, en fait, que ce soit nous ou que ce soit le monde dans lequel on vit, rien n'est binaire. C'est juste qu'on nous a forcé à rentrer dans ces moules de la binarité, et que donc il y a plus en fait à offrir, il y a plus, voilà, et il y a des mots sur toutes ces choses qu'on ressent. Et c'est écrit par des personnes concernées, et je vous le conseille fortement. Et c'est pas une lecture que vous allez finir en une nuit ou quoi que ce soit. Je pensais que j'allais lire ça super vite. Le livre est super joli, il est tout coloré et tout. Je pensais que j'allais lire ça en quelques soirs et c'était bon. Et en fait, à chaque fois que je termine un chapitre ou un passage, il faut des fois que je pose le livre et que je réfléchis et je réfléchisse, je sais plus. Et voilà. Et donc du coup, je n'en parlerai pas plus que ça. Mais je trouve que j'en ai déjà parlé beaucoup pour quelqu'un qui disait qu'elle n'en parlerait pas plus que ça. Alors, j'ai enfin lu Dread Nation de Justina Ireland, que Nadège du blog Planète Diversité n'arrêtait pas de me parler, m'a fait une propagande, mais alors tout ce que vous voulez. Il fallait absolument que je lise ce livre. Je me rendais bien compte que si je ne le lisais pas, j'allais m'attirer la colère de Nadège, et Nadège avait raison. C'était une très bonne lecture. Dread Nation, c'est l'histoire de Jane, une jeune femme noire pendant la guerre de sécession,
Et il se trouve que pendant cette guerre de sécession-là, il y a beaucoup de zombies. Les personnes noires sont envoyées, surtout les jeunes femmes noires, sont envoyées dans des espèces d'écoles où on les apprend à se battre contre les zombies pour protéger les familles blanches. Seulement voilà, les zombies ne sont pas les seuls problèmes parce qu'il y a des familles entières qui disparaissent et Jane commence à se dire qu'il y a un petit problème et elle voudrait faire ses petites investigations là-dessus. On y parle énormément de racisme et d'esclavage, on y parle énormément de la communauté noire. Et honnêtement je pense que s'il y avait eu des zombies pendant la guerre de sécession, ça se serait probablement passé comme ça. C'était une très bonne lecture, c'était très bien écrit. Le personnage de Jane est un personnage qui ment beaucoup, qui manipule beaucoup, qui n'est pas le personnage parfait, pas forcément un anti-héros, une anti-héroïne plutôt, mais c'est pas la petite fille parfaite qui est uniquement forte et badass, non, elle a beaucoup de facettes, elle a beaucoup de défauts en fait, des défauts qu'elle change en qualité. Et c'était vraiment très intéressant à lire, c'était vraiment très bien écrit, au point où en fait des fois on ne sait pas trop si on peut faire confiance à Jane parce que c'est elle qui raconte l'histoire et à sa narration parce qu'on ne sait pas trop où se situe la réalité et les mensonges dans ce qu'elle raconte parce qu'elle se sert des mensonges pour se sortir des mauvaises situations dans lesquelles elle se met souvent toute seule. Sa relation avec Catherine est super intéressante et se développe vachement bien. Et j'étais contente de la voir se développer en amitié et non en amourette. Ce sont deux personnages queer, elle et Catherine, et c'était intéressant de les voir, à en apprendre un peu plus, enfin, d'en apprendre nous un peu plus sur elles deux, et toujours en ayant des scènes de combat bien badass contre des zombies, comme on aime bien. Et comme on aime bien, moi je n'ai jamais réussi à comprendre et à aimer les histoires de zombies. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais j'écris un roman de zombies parce qu'un jour j'ai eu une idée, mais qu'au final j'y arrive pas parce que les histoires de zombies c'est pas mon truc. Et ben au final, ça pourrait l'être. Je vous conseille Dread Nation. Je vous conseille aussi d'aller voir les trigger warnings parce qu'il me semble qu'il y en a beaucoup sur ce livre. Et enfin, ma dernière lecture pour ce challenge. Je l'ai terminé ce matin pile, enfin même pas ce matin, ce midi, j'étais en train de préparer à manger pour ma petite soeur quand je l'ai terminé. Il s'agit de Legendborn de Tracy Deonn. Legendborn, c'est l'histoire de Brie, une jeune femme qui a perdu sa mère il y a quelques mois et qui, malgré tous ses efforts, n'arrive pas à faire son deuil et voudrait s'échapper de sa vie de tous les jours qui lui rappelle un peu trop que sa mère est morte. Et elle décide d'aller au collège, d'aller à l'université. Et une fois là-bas, il se passe quelque chose d'un petit peu étrange. En gros, elle va tomber, sans trop le vouloir, sur une espèce de société secrète qui sont les descendants des personnages de la légende arthurienne et qui combattent des démons. Et il se trouve que peut-être que Brie n'est pas vraiment là par hasard et qu'elle est un petit peu liée à tout ça. C'est assez mal expliqué. Honnêtement, quand j'ai commencé ma lecture, j'ai eu l'impression de voir Shadowhunters. J'aime pas quand on compare des livres, mais ça faisait un peu ça, ça faisait la fille qui voit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, qui vient de perdre sa mère, et sa mère était liée un petit peu à tout ça, il y a des choses qu'elle lui cachait, et il se trouve qu'elle aussi, elle est liée, mais qu'elle est plus forte ou qu'elle est différente, enfin ça ressemblait un peu à ça. Mais j'ai jamais lu la saga des Shadowhunters, j'ai juste vu le film que j'ai pas aimé et j'ai vu la série que j'ai pas aimé et je m'en suis arrêtée là. Legendborn c'était super, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, mais la raison principale pour laquelle j'ai eu du mal à rentrer dedans, je sais pas si vous allez le voir parce que je trouve que cette nouvelle caméra grossit beaucoup de choses, mais c'était que c'était écrit mais tout petit. Au début je n'arrivais pas à suivre ce qu'il se passait. Mais mes yeux mélangeaient les lignes, mes yeux mélangeaient les trucs et donc du coup les 3 premiers chapitres je comprenais pas ce que je lisais parce que comme je suis pas toujours très concentrée quand je lis, je n'arrivais pas, c'était écrit trop petit. Mais une fois que j'ai réussi à m'habituer, c'était super sympa. Ce n'est pas ma meilleure lecture de ce challenge, mais c'était une lecture très agréable et je pense lire la suite. La force de ce livre est surtout dans les personnages. Je trouve que le personnage de Brie est super bien écrit, elle est très intéressante, elle est très... de la manière dont elle est développée, la manière dont son deuil est développé, tout ça, elle est courageuse mais sans en faire trop, elle est têtue mais sans en faire trop, elle a des défauts, des qualités et c'est bien équilibré, c'est pas juste... le problème que j'ai des fois dans les romans young adultes, même si j'en lis beaucoup, c'est qu'en général le personnage principal est parfaite et elle a un défaut et on n'entend parler que de ce défaut comme un truc de malade ou un truc de voilà, regardez elle a ce défaut là mais c'est ce défaut là qui va la sortir de là.
Brie, elle a plusieurs facettes, elle a plusieurs dimensions, elle est très intéressante et j'ai beaucoup aimé. On va également parler de racisme dans ce livre, beaucoup, plus que ce que je pensais, et c'est écrit par une personne concernée. C'est aussi le premier livre où je me suis tentée à quelque chose qui va sûrement en énerver plus d'un, mais en fait, c'est pas le livre le mieux écrit que j'ai vu, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose dans les dialogues qui me plaisait énormément. La manière dont les dialogues sont écrits, je trouve que ça avait beaucoup d'impact en fait sur moi. Et du coup, j'ai commencé à surligner certains passages que je ne voulais pas oublier. Je sais, c'est un crime. Je pense que les livres nous appartiennent et qu'on devrait pouvoir faire ce qu'on veut de notre lecture et pouvoir apprécier notre lecture à notre manière. Et si apprécier votre lecture veut dire écrire dedans, écrivez dans vos bouquins. J'ai toujours eu un petit peu de mal parce qu'en général, quand j'apprécie pas mes livres, quand j'apprécie pas ma lecture, j'en fais don dans des boîtes à livres ou dans des associations. Et donc je me suis toujours dit, est-ce que si je prenais un livre dans des boîtes à livres ou aux associations, tout ça, est-ce que ça me plairait de voir des annotations? Et la vraie réponse, c'est que oui, j'aimerais trop un jour trouver un bouquin qui aura été annoté par quelqu'un et voir ce que cette personne a aimé, ce que cette personne, tout ça. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais du coup, j'ai sauté le pas. J'ai pas surligné énormément de choses parce que, encore une fois, c'est pas le livre dont l'écriture m'a le plus parlé. J'étais surtout beaucoup dans l'intrigue et beaucoup dans le personnage. Je suis même pas sûre de vous avoir trop dit de quoi l'intrigue parlait. Allez voir de vous-même, j'ai jamais été très douée pour faire des résumés. Je vais juste parler d'un truc qui m'a énervée parce que je pense que c'est un truc qui arrive dans la vraie vie. Et j'étais un peu en colère sur ce passage. C'est tout le passage que j'ai surligné là. Il y a un moment où Brie se réveille et sa meilleure amie Alice lui fait tout un sermon en disant qu'elle ne la reconnaît plus, qu'elle file un mauvais coton entre guillemets et que... Enfin voilà, elles ont une dispute. Brie n'a aucun souvenir, pas beaucoup de souvenirs de la veille, pas beaucoup. Nous, on sait ce qui s'est passé. Il s'est rien passé de grave ou de dangereux ou quoi que ce soit. Enfin, il s'est passé des trucs surnaturels, mais il s'est rien passé de... Voilà, mais Brie ne peut pas expliquer à Alice ce qui s'est passé. Et donc Alice est persuadée que Brie s'est bourré la gueule dans une maison de fraternité, enfin dans une fraternité, et qu'elle a perdu connaissance. Et donc elle a retrouvé son amie comme ça, inconsciente, après ne pas avoir su où est-ce qu'elle avait passé sa soirée. Et Alice engueule Brie, mais vraiment, en disant qu'elle la reconnaît plus, en disant je savais pas que t'étais comme ça, je savais pas que t'étais ce genre de fille. Et Brie n'arrête pas de lui dire qu'elle n'a pas bu et qu'elle n'a pas perdu connaissance sans pouvoir lui dire ce qui s'est passé. Et Alice est en colère. Et c'est dans ces moments-là où j'ai envie de dire, les filles, protégez vos copines. Parce que, honnêtement, j'aurais une amie, on m'aurait dit, voilà, ça c'est ton amie, elle a été dans une fraternité, elle s'est bourrée la gueule et elle a fait, elle s'est endormie en fait, elle a fait un malaise ou elle a perdu connaissance. Et mon amie me dirait, je n'ai pas bu et je ne me souviens pas de ce qui s'est passé, je ne me souviens pas avoir perdu connaissance. Ma première réaction ne serait pas de l'engueuler, mais de me demander si elle n'a pas été agressée cette soirée, ce soir-là, en fait. Même si nous, on sait ce qui s'est passé, même si nous, on sait que c'est pas du tout ce qui s'est passé dans le livre, j'ai trouvé que la réaction d'Alice, c'était pas la réaction d'une amie, en fait, et c'était pas la réaction d'une jeune femme, en fait, qui sait ce que c'est que d'être une femme, et qui sait ce que c'est d'être une femme à une soirée, ou à une soirée entourée d'hommes, et qui sait que des fois il y a des choses dans nos verres et que des fois voilà, donc en gros c'est un truc qui m'a énervée, qui m'a un peu énervée parce que j'ai trouvé que Alice c'était vraiment pas avait vraiment zéro empathie et n'a pas vraiment réfléchi à ce qu'il aurait pu se passer ce soir là, surtout quand ton amie te dit dur comme fer qu'elle n'a pas bu et qu'elle n'a pas perdu connaissance. C'est des trucs qui devraient l'avoir, qui auraient dû l'alarmer, qui auraient dû alarmer Alice. Et qui, moi, en tout cas, m'aurait alarmée si une amie que j'avais récupérée dans un sale état m'avait dit « j'ai pas bu » en fait. Et donc là, je me serais dit « il s'est passé quelque chose, c'est pas normal », plutôt que de l'engueuler. Voilà, c'était mon dernier rush de ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous a plu parce que même si je n'en suis pas fière, j'ai travaillé dessus pendant longtemps et j'ai travaillé dessus dur. Je n'arrive plus à parler. J'espère que les livres que je vous ai présentés,
J'espère vous avoir donné envie de les lire. Franchement, j'ai pas eu de mauvaise lecture pendant ce challenge, même si je me suis un peu forcée à la fin et même si mon esprit n'y était plus. C'était d'excellentes lectures que je vous recommande toutes, vraiment très chaudement, pour ce qui est de celle du challenge, parce que des fois j'ai un peu divagué et je vous ai parlé d'autres livres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore merci à La Voix des Lectrices pour m'avoir envoyé Vous n'êtes pas binaire, personne ne l'est, et merci d'avoir organisé ce challenge. Je vous dis à dimanche prochain et je vous embrasse très fort. Bonne semaine.